Dans une nuit d'encre, où les étoiles semblent s'être éteintes de honte, l'officier de police Paul Lefebvre, un homme au regard glacial, abat de 3 balles dans la poitrine le colonel Jean Dubois, un héros de guerre afro-français, sous les yeux épouvantés de sa fille de 8 ans, Sophie, qui hurle depuis l'arrière de la voiture. Ce n'est pas un simple contrôle routier dans une banlieue paisible de Virginie. C'est une exécution préméditée, un acte de trahison drapé dans l'uniforme de la loi. Jean, un homme qui a défié la mort dans les déserts d'Afghanistan, gît dans une mare de sang, son souffle s'échappant tandis que Lefebvre ricane, crachant des insultes racistes devant une enfant en pleurs. Si vous ressentez la rage face à cette injustice, si vous croyez que la justice doit être aveugle à la couleur de la peau et à l'uniforme, tapez « Justice pour tous » dans les commentaires et partagez cette histoire pour que la vérité éclate comme un cri dans la nuit. Jean Dubois, 42 ans, est un symbole vivant de résilience et de courage. Né dans les ruelles sombres des quartiers populaires de Marseille, où les coups de feu rythmaient les nuits comme une sinistre berceuse, il a gravi les échelons de l'armée française avec une détermination forgée dans l'adversité. Colonel décoré, il dirige une unité spéciale de cybersécurité au Pentagone, une mission cruciale pour protéger les infrastructures vitales des États-Unis contre des menaces étrangères et domestiques. Ce soir-là, il rentrait chez lui après une réunion confidentielle avec des hauts responsables, son esprit encore alourdi par des rapports alarmants sur les failles du réseau électrique américain. À ses côtés, dans sa BMW noire, un rare luxe qu'il s'était offert après sa promotion, reposait une mallette verrouillée contenant des documents classifiés, des secrets qui pourraient ébranler la sécurité nationale. Cette voiture, bien plus qu'un simple véhicule, incarnait son triomphe sur un passé marqué par la pauvreté, les préjugés et les portes fermées. Le comté de Fairfield, en Virginie, avec ses pelouses impeccables et ses demeures coloniales, projette une image de prospérité et de sécurité, des idéaux que Jean a juré de défendre au prix de sa vie. Mais cette nuit, la fatigue d'une journée interminable pèse sur ses épaules. Les responsabilités de sa nouvelle mission, protéger les infrastructures critiques contre des attaques potentielles, le hantent. Les gyrophares bleus dans son rétroviseur le tirent brusquement de ses pensées. Il vérifie son compteur. 10 km/h en dessous de la limite. Discipliné par des années de service militaire, il signale son arrêt, se gare parfaitement sur le bas-côté et place ses mains à 10h10 sur le volant, un réflexe appris dès l'adolescence. Être un homme noir en Amérique, même avec le grade de colonel, signifie anticiper chaque interaction avec la police comme un champ de mines. Paul Lefebvre s'approche, sa démarche lourde, la main déjà posée sur son arme, un rictus de mépris déformant son visage. Sans préambule, il aboie. « Permis et carte grise. Vous avez grillé ce panneau stop là-bas. » Jean, perplexe, répond avec calme. « Monsieur, je suis certain de m'être arrêté complètement. Mon identification militaire est juste là, sur le siège passager. » Sa voix est mesurée, mais le ton de Lefebvre se durcit, chargé de venin. « Vous me traitez de menteur, hein, garçon? » Le mot raciste qu'il crache ensuite, un terme odieux qui résonne comme un coup de poignard, fait tressaillir Sophie à l'arrière. Ses sanglots étouffés brisent le silence, ses petites mains agrippant son siège auto comme un radeau dans la tempête. Jean, formé à désamorcer les crises dans les zones de guerre, garde son sang-froid. « Non, monsieur, il doit y avoir un malentendu. Je vais prendre mes papiers, très lentement, comme vous le demandez. » Il annonce chaque geste, comme son père le lui a enseigné il y a des décennies, une leçon apprise dans la douleur pour survivre à ces rencontres. Son identification militaire, bien visible sur le siège, scintille sous la lumière du lampadaire. Mais Lefebvre, les yeux plissés, dégaine son arme. « Ne bouge pas !» hurle-t-il, son pistolet pointé directement sur la poitrine de Jean. « Je suis le colonel Jean Dubois, armée française, en mission pour le Pentagone. » répète Jean, sa voix ferme mais raisonnable. «
Mon identification est là. Je veux juste coopérer. Lefebvre ricane, son arme tremblant légèrement. Je me fiche de ton grade. Quand je donne un ordre, tu obéis. Point final. La tension est insoutenable. Sophie, terrifiée, murmure « Papa, fais ce qu'il dit. » Jean, tentant de calmer la situation, lève lentement la main pour ouvrir la portière, comme ordonné. 3 détonations explosent dans la nuit silencieuse. Le cri de Sophie déchire l'air alors que son père s'effondre, du sang jaillissant de sa poitrine. Lefebvre, immobile, ricane avec une cruauté glaçante. « T'avais qu'à obéir, sale !» Le mot raciste qu'il prononce devant une enfant en pleurs est une insulte à l'humanité elle-même. Sophie, hystérique, hurle « Papa! Papa! Ne meurs pas! » Mais Lefebvre, indifférent, s'éloigne pour appeler sa radio. Coup de feu tiré. Suspect à terre. Envoyer une ambulance. Son ton est détaché, comme s'il commentait la météo, tandis que Sophie, seule dans l'habitacle, sanglote en tenant la main inerte de son père. Les ambulanciers arrivent en trombe, leurs gyrophares peignant des ombres rouges et bleues sur le visage blême de Jean. 3 blessures par balle au thorax. Tension en chute libre. Préparez l'équipe de trauma, crie la chef ambulancière, son équipe luttant pour stabiliser Jean, dont le pouls s'affaiblit à chaque seconde. Dans l'ambulance, Sophie, trempée de larmes, est ignorée par les officiers sur place, qui murmurent entre eux, préparant déjà leur version des faits. À l'hôpital général du comté, les chirurgiens s'acharnent pendant des heures pour sauver Jean. Une balle a manqué le cœur de quelques millimètres, murmure le chirurgien en chef, incrédule. Cet homme devrait être mort. Mais ce qui se passe dans les coulisses est encore plus révoltant. Dans la salle d'attente, les officiers de police, loin de soutenir la victime, s'organisent pour contrôler le récit. « Autodéfense », chuchotent-ils. Le suspect a fait un mouvement agressif. Il menaçait l'officier. Aucun ne mentionne Sophie, abandonnée dans un coin, ses vêtements tachés du sang de son père, ses yeux hagards fixant le vide. Claire Dubois, épouse de Jean et avocate renommée des droits humains, fait irruption dans l'hôpital, son visage un mélange de terreur et de rage contenue. À 39 ans, elle est une figure redoutée dans les tribunaux de Virginie, connue pour son éloquence et sa ténacité face à l'injustice. « Où est mon mari? Colonel Jean Dubois » exige-t-elle à l'accueil, sa voix tremblante mais autoritaire. 2 officiers en uniforme s'interposent immédiatement, leur regard hostile. « Madame, le patient est sous enquête. Pas de visiteur pour l'instant, » déclare l'un d'eux, posant ostensiblement la main sur son holster, une menace à peine voilée. Claire, contenant l'ouragan de colère qui monte en elle, rétorque. « Mon mari est la victime. Pas un suspect. J'invoque mon droit d'accès en tant que proche. Écartez-vous immédiatement, ou j'ajoute obstruction à la justice et violation des droits civils à la plainte que je prépare. » Les officiers échangent un regard, puis cèdent à contre-cœur. Mais leur attitude révèle une hostilité qui glace le sang. Pendant ce temps, les chaînes d'information locales commencent à diffuser l'incident avec un parti pris écœurant. Policiers impliqués dans une fusillade avec un suspect agressif, proclame le bandeau de la chaîne 8, omettant le nom, le grade et l'histoire de Jean. Les présentateurs vantent le dossier exemplaire de Paul Lefebvre, le présentant comme un héros local, tandis que Jean est réduit à un simple suspect, son service militaire et ses décorations effacées du récit. Pire encore, Claire découvre une vérité qui fait bouillir son sang. L'hôpital a retardé l'opération de Jean pendant 1 heure cruciale, invoquant des problèmes administratifs absurdes. Un aide-soignant, sous couvert d'anonymat, glisse à Claire. Ils ont reçu un appel du commissariat. On leur a dit d'attendre avant de l'opérer. Cette révélation est un coup de poignard. Son mari, un héros décoré qui a risqué sa vie pour son pays,
est laissé à l'agonie sous des prétextes bureaucratiques, une tentative à peine voilée de le laisser mourir. Le scandale s'amplifie lorsque le chef de la police, Richard Brooks, organise une conférence de presse à 2 heures du matin, un timing calculé pour contrôler la narrative avant que la vérité n'émerge. Devant un dossier soigneusement disposé de Lefebvre, il déclare d'un ton solennel: « L'officier Lefebvre a suivi le protocole face à un individu menaçant dans un véhicule suspect. Il a agi en légitime défense, craignant pour sa vie. » Cette affirmation est une gifle pour tous ceux qui savent la vérité. Les médias sociaux s'enflamment, divisés entre ceux qui partagent des photos de Lefebvre en héros policier et ceux qui s'indignent qu'un homme noir dans une voiture de luxe soit automatiquement considéré comme une menace. À l'hôpital, le commandant Michel Garnier, ami proche de Jean et officier du renseignement militaire, arrive en uniforme, son visage marqué par une fureur contenue. « Où est la vidéo de la caméra embarquée ?» demande-t-il au lieutenant de police assigné à l'hôpital. « Dysfonctionnement technique », répond l'officier avec un sourire narquois. « Intéressant », rétorque Garnier, son ton descendant à une froideur menaçante. « Mes équipes vont examiner ça de près. » Dans l'unité de soins intensifs, Claire tient la main de Jean, entouré de machines qui respirent à sa place. 3 blessures par balle marquent la poitrine d'un homme qui a survécu à des embuscades en Afghanistan, seulement pour être abattu à quelques kilomètres du Pentagone, devant sa propre fille. Son téléphone vibre avec un message de son associé juridique, Élise Moreau. Il fouille dans le passé de Jean. Ils préparent une campagne pour le salir. Ça va devenir sale. L'indignation de Claire atteint un sommet. Non seulement son mari lutte pour sa vie, mais le système s'acharne à détruire sa réputation. Une infirmière, nerveuse, tire Claire à part dans un couloir sombre. « Madame Dubois, un homme a demandé le numéro de chambre de votre mari ce matin. Il n'était ni du personnel ni de la police, mais il portait une épingle du syndicat policier sur sa veste. La sécurité l'a escorté dehors, mais... Soyez prudente. » Cette menace implicite, ce filet de corruption qui s'étend jusqu'à l'hôpital, fait monter une rage brûlante dans la poitrine de Claire. Ce qui rend cette affaire encore plus insupportable, c'est le sort de Marie Laurent, une jeune institutrice de 29 ans qui a eu le courage de filmer une partie de l'incident sur son téléphone. Alors qu'elle tentait de partager la vidéo, 2 détectives se présentent à son domicile, confisquent son appareil en invoquant des « raisons de sécurité nationale », une excuse aussi absurde qu'illégale. Quelques heures plus tard, Marie reçoit un appel anonyme. « Lâche l'affaire, ou ta famille le paiera cher. » Le lendemain, sa maison est vandalisée, des insultes racistes peintes en rouge sang sur ses murs, et les pneus de sa voiture sont crevés. Marie, une femme ordinaire qui n'a fait que chercher la vérité, est réduite à vivre dans la peur, sa vie bouleversée pour avoir été témoin d'une injustice. Cette persécution d'une innocente alimente une fureur collective. Pourquoi une enseignante, une citoyenne sans histoire, doit-elle payer un tel prix pour avoir voulu faire ce qui est juste? Les collègues de Jean au Pentagone commencent à assembler les pièces du puzzle. Les documents classifiés dans la mallette de Jean contiennent des informations explosives sur une possible infiltration de groupes extrémistes dans les forces de police américaines, avec des liens potentiels vers des puissances étrangères. Michel Garnier, en analysant les communications de Lefebvre, découvre que l'officier a pris une photo de l'identification militaire de Jean avant de passer un appel suspect à un numéro non identifié. « Ce n'était pas un contrôle aléatoire », murmure-t-il à Claire, son visage crispé par la colère. Ils savaient exactement qui il était. Ils l'ont ciblé. Cette révélation transforme l'indignation en une rage incandescente. Jean n'a pas été visé uniquement pour sa couleur de peau, mais parce qu'il était sur le point de démasquer un réseau dangereux qui menace la sécurité nationale. Pendant ce temps,
Sophie, marquée par le traumatisme, reste prostrée dans une chambre d'hôpital, dessinant des images de son père ensanglanté, répétant inlassablement « Ils ont ri, maman. Ils ont ri pendant que papa saignait. » Cette image, une enfant de 8 ans forcée de voir son père abattu et moqué par un officier censé protéger, est un coup de poignard dans le cœur de quiconque entend cette histoire. Comment un système peut-il permettre une telle cruauté? Comment un homme peut-il rire face à la souffrance d'une fillette? Chaque détail sordide, le retard intentionnel de l'opération, la confiscation illégale de preuves, les menaces contre une enseignante innocente, le mépris des officiers face aux pleurs de Sophie, s'accumulent pour former un tableau d'injustice insoutenable. La vérité est là, criante, mais elle est étouffée par un réseau de corruption qui semble s'étendre bien au-delà d'un seul officier raciste. Cette histoire n'est pas seulement celle de Jean Dubois, de sa femme Claire ou de leur fille Sophie. C'est l'histoire d'une nation confrontée à ses propres démons, où le racisme, la trahison et la corruption se mêlent pour créer une menace bien plus grande qu'un simple contrôle routier. Si votre sang bout face à cette injustice, si vous croyez qu'aucun homme, aucune femme, aucun enfant ne devrait subir une telle horreur à cause de sa couleur de peau ou de son devoir envers son pays, tapez « Justice pour tous » dans les commentaires. Partagez cette histoire pour que la voix de Jean, de Sophie et de Claire résonne. Ensemble, nous pouvons exiger la vérité et faire tomber ceux qui trahissent les idéaux qu'ils prétendent défendre. Que cette rage nous unisse pour réclamer une justice véritable, pour tous. La lumière blafarde de l'hôpital général du comté projette des ombres sinistres sur le visage épuisé de Claire Dubois, tandis qu'elle veille au chevet de son mari, le colonel Jean Dubois, dont la poitrine, marquée par 3 blessures par balle, est un rappel cruel de la trahison qu'il a subie. Dehors, les chaînes d'information locales s'acharnent à déformer la vérité, peignant Jean comme un suspect agressif, et Paul Lefebvre, l'officier qui a ri en le regardant saigner, comme un héros local. Les murmures d'une conspiration plus vaste commencent à émerger, mais ce qui alimente la rage de Claire, c'est l'attaque contre sa fille, Sophie, dont les dessins d'enfants, maculés de sang imaginaire, témoignent de l'horreur qu'elle a vécue. La vérité est étouffée par un réseau de mensonges, et chaque nouvelle révélation fait monter une fureur collective, un cri d'indignation face à une injustice qui ne connaît aucune limite. Claire, avocate des droits humains, est habituée à affronter les systèmes oppressifs, mais l'ampleur de ce qu'elle découvre dépasse ses pires cauchemars. Les médias locaux, complices d'une narrative soigneusement orchestrée, diffusent des reportages biaisés, insinuant que Jean, un héros décoré, avait un passé trouble. Des articles anonymes prétendent qu'il a été impliqué dans des incidents disciplinaires au sein de l'armée, des accusations fabriquées de toutes pièces, démenties par son dossier militaire impeccable. Mais le mal est fait. Sur les réseaux sociaux, des comptes fraîchement créés partagent des photos de gens en Afghanistan, armes à la main, avec des légendes perfides. Voici l'homme que les médias libéraux défendent. Ces images, sorties de leur contexte, visent à le dépeindre comme une menace, effaçant ses années de service pour protéger des vies américaines. Claire, en lisant ces calomnies, sent une colère brûlante monter en elle. Comment ose-t-il salir un homme qui a risqué sa vie pour son pays, un homme qui gît à présent entre la vie et la mort? La situation s'aggrave lorsque Claire apprend que le témoin clé, Marie-Laurent, l'institutrice qui a filmé l'incident, est devenue une cible. Marie, une femme douce de 29 ans, avait osé enregistrer la brutalité de Lefebvre sur son téléphone, capturant le moment où il a craché des insultes racistes devant Sophie. Mais avant qu'elle ne puisse partager la vidéo, 2 détectives se sont présentés à son domicile, exigeant son appareil sous prétexte de intérêt de sécurité nationale. Lorsqu'elle a résisté, ils l'ont menacée. « Tu veux que ta famille reste en vie? Alors tais-toi. » Quelques heures plus tard, sa maison est vandalisée, des insultes racistes barbouillées en rouge sur ses murs,
ses fenêtres brisées et sa voiture sabotée, les pneus lacérés. Marie, terrifiée, appelle Claire en pleurs. « Ils savent où j'habite. Ils savent où mes parents vivent. Je ne voulais que dire la vérité. » Cette persécution d'une innocente, une femme ordinaire qui n'a fait que chercher justice, est une insulte insupportable à la décence humaine. Pourquoi une enseignante doit-elle vivre dans la peur pour avoir été témoin d'un crime? Au Pentagone, le commandant Michel Garnier, ami et collègue de Jean, travaille sans relâche pour découvrir la vérité. Ses équipes de renseignement analysent les communications de Lefebvre et découvrent un détail glaçant. Avant de tirer, l'officier a photographié l'identification militaire de Jean et passé un appel à un numéro non identifié. Ce n'était pas un contrôle routier aléatoire, déclare Garnier à Claire, sa voix tremblante de rage contenue. Il savait exactement qui il était. Jean était une cible. Les documents classifiés dans la mallette de Jean révèlent qu'il enquêtait sur une infiltration de groupes extrémistes dans les forces de police américaines, avec des liens possibles vers des puissances étrangères. Ces groupes, selon les rapports, cherchaient à exploiter les failles des infrastructures critiques, centrales électriques, réseaux d'eau, hubs de transport, pour des actes de sabotage. Jean était sur le point de démasquer des officiers corrompus, et Lefebvre, loin d'être un simple raciste, semble être un pion dans un jeu bien plus vaste. Ce qui attise encore plus la fureur, c'est l'attitude du département de police du comté de Fairfield. Le chef Richard Brooks, lors d'une conférence de presse, double la mise sur le mensonge. L'officier Lefebvre a agi selon les protocoles face à un individu menaçant. Nous soutenons pleinement notre officier. Il brandit le dossier de Lefebvre, omettant sciemment les 6 plaintes civiles pour profilage racial et usage excessif de la force, toutes étouffées par le département. Pire encore, Claire découvre que le frère de Lefebvre, Thomas Lefebvre, travaille pour Sentinel Defense Systems, une entreprise de défense ayant accès aux mêmes infrastructures critiques que Jean enquêtait. Cette connexion n'est pas une coïncidence. Thomas a transmis des informations classifiées à son frère, qui les a partagées avec des contacts extrémistes. L'idée qu'un réseau corrompu, lié à des intérêts étrangers, ait ciblé Jean pour le réduire au silence fait bouillir le sang de tous ceux qui suivent de l'affaire. Pendant ce temps, Sophie, traumatisée, est placée sous la garde d'une psychologue, mais son état empire. Elle refuse de parler, sauf pour murmurer « Ils ont ri, maman. Ils ont ri pendant que papa saignait. » Ces dessins, remplis de silhouettes ensanglantées et de gyrophares bleus, sont un cri silencieux de douleur. Claire, déchirée entre son rôle de mère et sa quête de justice, est confrontée à une nouvelle horreur. Des officiers de police rendent visite à l'école de Sophie, prétendant vérifier sa sécurité, mais leur présence intimide les enseignants et les autres enfants, qui commencent à éviter Sophie. Une note anonyme est glissée dans son cartable. « Ton père est un traître. Tais-toi, ou tu seras la prochaine. » Cette menace contre une enfant de 8 ans, déjà brisée par la violence, est une abomination qui pousse l'indignation à son paroxysme. Comment un système censé protéger peut-il terroriser une fillette innocente? Claire, déterminée à ne pas céder, contacte Élise Moreau, une agente du FBI spécialisée dans le contre-terrorisme domestique. Élise, une femme méthodique au regard perçant, commence à enquêter sur les connexions de Lefebvre. Elle découvre que le capitaine Jacques Martin, supérieur direct de Lefebvre, a des liens étroits avec le syndicat policier et une histoire de recrutement d'officiers aux sympathies extrémistes. Martin, un homme imposant avec un sourire calculateur, a été photographié lors d'événements avec des figures connues de groupes nationalistes blancs. Élise partage avec Claire une information explosive. Martin a reçu des paiements suspects via une société écran liée à des intérêts étrangers. Ce n'est pas juste un problème de racisme, c'est une question de sécurité nationale. Cette révélation transforme la colère en une rage incandescente.
Jean n'a pas été abattu uniquement à cause de sa couleur de peau, mais parce qu'il menaçait un réseau de trahison qui s'étend jusqu'aux plus hautes sphères. L'hôpital devient un champ de bataille. Des individus suspects, portant des badges falsifiés, sont repérés près de l'unité de soins intensifs où Jean est soigné. Une nuit, un homme tente d'accéder à sa chambre avec une seringue contenant un liquide non identifié. La sécurité intervient juste à temps, mais l'incident révèle l'ampleur du danger. Claire, refusant de quitter le chevet de Jean, dort à peine, son esprit tourmenté par la peur et la colère. Une infirmière, bouleversée par ce qu'elle voit, lui confie « Ils veulent qu'il meure. J'ai entendu un officier dire que ce serait mieux si le colonel ne se réveillait jamais. » Cette tentative d'assassinat déguisé, dans un lieu censé être un sanctuaire, est un affront insupportable à la dignité humaine. Les alliés de Jean commencent à se mobiliser. Des vétérans de son unité en Afghanistan organisent une présence protectrice à l'hôpital, leurs uniformes contrastant avec les officiers de police locaux qui rôdent comme des prédateurs. Michel Garnier, travaillant avec Élise, découvre que la caméra embarquée de Lefebvre, prétendument en panne, a été délibérément désactivée. Un technicien informatique du département de police, rongé par la culpabilité, contacte Claire anonymement et lui fournit une copie de la vidéo. Les images sont accablantes. Jean, les mains visibles, coopère pleinement, tandis que Lefebvre, sans provocation, devient de plus en plus agressif. Après avoir photographié l'identification de Jean, il passe un appel, son ton chargé d'une excitation malsaine. Cible confirmée. Je procède. Ces mots, capturés par la caméra, sont une preuve irréfutable de préméditation, mais leur révélation met la source de Claire en danger. Publier la vidéo pourrait exposer le technicien, mais la garder secrète risque de compromettre la justice. Alors que Jean passe de critique à stable mais sérieux, un mince espoir renaît. Claire, tenant sa main, murmure « Tu vas te réveiller, Jean. Sophie a besoin de toi. » Mais la bataille est loin d'être terminée. Les officiers de police locaux intensifient leurs efforts pour contrôler le récit. Lors d'une interview télévisée, Lefebvre, en congé administratif payé, joue la victime, flanqué de sa femme et de ses enfants, pleurant pour les caméras. « J'ai agi selon ma formation. Cet homme a menacé ma vie. » Ces mensonges, diffusés à une heure de grande écoute, sont une insulte à la vérité. Pire encore, des dossiers médicaux falsifiés circulent, prétendant que Jean avait de l'alcool dans le sang, une fabrication éhontée, car aucun test n'a montré d'anomalie. Cette campagne de désinformation, visant à discréditer un héros blessé, est une nouvelle gifle pour tous ceux qui cherchent justice. Claire reçoit un appel anonyme à minuit. « Abandonne l'affaire, ou ta fille le paiera. » La menace, visant directement Sophie, fait trembler Claire de rage. Elle double la sécurité autour de sa famille, engageant un ancien collègue militaire de Jean pour protéger Sophie. Mais l'école, censée être un refuge, devient un lieu de terreur. Les enseignants rapportent que des officiers en civil surveillent les lieux, intimidant les enfants et le personnel. Une camarade de classe de Sophie, influencée par les rumeurs, lui lance « Ton papa est un criminel, c'est pour ça qu'il a été puni. » Et ces mots, prononcés par une enfant manipulée par un système corrompu, brisent le cœur de Claire. La douleur de voir sa fille ostracisée, accusée à tort à cause de la vérité que Jean cherchait à révéler, est insupportable. Le Pentagone, alerté par la gravité de l'affaire, intensifie ses efforts. Le contre-amiral Pierre Lemoine, chef du commandement de cybersécurité, contacte directement le directeur du FBI. Ce n'est pas un simple incident de police. Jin enquêtait sur des menaces internes contre nos infrastructures. Le timing de cette attaque est trop suspect. Le FBI tente de prendre le contrôle de l'enquête, mais rencontre une résistance immédiate. Les politiciens locaux, liés au département de police, font pression pour maintenir la juridiction locale.
Le syndicat policier dépose des motions d'urgence, arguant que l'affaire doit rester entre les mains de Fairfield. Ces manœuvres, menées dans l'ombre, révèlent une coordination inquiétante, un réseau déterminé à protéger ses secrets à tout prix. L'indignation atteint un nouveau sommet lorsque Claire découvre que son propre cabinet d'avocat, où elle a bâti une carrière en défendant les victimes de violations des droits humains, commence à se retourner contre elle. Lors d'une réunion d'urgence, les associés, mal à l'aise, lui suggèrent de prendre un congé temporaire. « Nos clients sont inquiets, Claire », explique le partenaire principal, évitant son regard. « Cette affaire est trop médiatisée. Nous perdons des contrats. » Claire, contenant sa rage, rétorque. « Vous me demandez de choisir entre ma carrière et la justice pour mon mari, abattu devant notre fille. J'ai rapporté 30 millions de dollars à ce cabinet en 5 ans. Et maintenant, vous me trahissez. » Le silence des associés est une réponse éloquente. Leur lâcheté, leur volonté de sacrifier la vérité pour protéger leurs profits est une trahison qui brûle comme une flamme. Alors que la conspiration se dévoile, un nouvel allié émerge. Philippe Roux, un ancien policier qui a quitté le département après avoir dénoncé des abus, contacte Claire en secret. « Lefebvre n'agit pas seul », murmure-t-il lors d'un rendez-vous dans un café discret. Le capitaine Martin recrute des officiers avec des sympathies extrémistes depuis des années. Il cible des hommes comme votre mari, des gens qui menacent leur réseau. Philippe lui remet des documents compromettants, des échanges entre Martin et des figures extrémistes, des paiements suspects et des preuves que Lefebvre a été choisi pour sa patrouille précisément parce qu'elle couvrait la route habituelle de Jean. Cette révélation, que l'attaque contre Jean était planifiée, ciblée et liée à un réseau de trahison, fait bouillir le sang de Claire. Son mari n'a pas été abattu pour un simple contrôle routier. Il a été visé parce qu'il était sur le point de démanteler un complot qui menace la sécurité de millions d'Américains. La nuit suivante, un incident terrifiant secoue l'hôpital. Des caméras de sécurité capturent 2 hommes avec de faux badges tentant d'accéder à l'étage de Jean à 3 heures du matin. Lorsqu'ils sont repérés, ils s'enfuient, abandonnant un sac contenant une seringue et un flacon de liquide non identifié. Les analyses révèlent qu'il s'agit d'une substance létale, destinée à achever Jean en silence. Cette tentative d'assassinat, dans un lieu censé être un sanctuaire, est une abomination qui défie toute morale. Claire, en apprenant la nouvelle, sent une rage volcanique l'envahir. « Ils ne s'arrêteront pas », murmure-t-elle à Michel Garnier. « Ils veulent le faire taire, même maintenant. » Garnier, les poings serrés, répond. « Ils ne l'emporteront pas. Nous allons les démasquer, un par un. » Ce chapitre de l'histoire de Jean Dubois révèle une vérité insoutenable. Le racisme, la corruption et la trahison ne sont pas des incidents isolés, mais des rouages d'une machine plus vaste, prête à écraser quiconque se dresse sur son chemin. Chaque révélation, les menaces contre Marie, l'intimidation de Sophie, la tentative d'assassinat à l'hôpital, la trahison du cabinet de Claire, attise une fureur collective qui exige justice. Si votre cœur bat au rythme de cette indignation, si vous refusez qu'un héros soit réduit au silence et qu'une enfant soit terrorisée pour la vérité, tapez « Justice pour tous » dans les commentaires. Partagez cette histoire pour que le monde entende le cri de Jean, de Sophie et de Claire. Abonnez-vous pour suivre la suite de ce combat, car demain, nous révélerons jusqu'où ce complot s'étend et qui tire vraiment les ficelles. Si vous croyez que la vérité doit triompher, laissez un « Justice pour tous » et faites entendre votre voix. Ensemble, nous pouvons faire tomber les murs de l'injustice. L'aube se lève sur un tribunal fédéral à Alexandria, Virginie, mais l'espoir d'une justice rapide s'effondre comme un château de cartes. Le procès civil de l'officier Paul Lefebvre, l'homme qui a abattu le colonel Jean Dubois devant sa fille Sophie, se termine par un échec cuisant. Le jury, manipulé par des pressions invisibles, déclare un blocage, incapable de rendre un verdict unanime. Claire Dubois
épouse de Jean et avocate des droits humains, sent une rage volcanique l'envahir, alors que le système, censé protéger les innocents, trahit une fois de plus sa famille. Sophie, forcée de témoigner sur l'horreur qu'elle a vécue, est brisée par des menaces contre sa vie, tandis que des forces obscures continuaient de tisser leur toile pour protéger un réseau de trahison qui menace la sécurité nationale. Chaque injustice, chaque mensonge, chaque tentative de réduire Jean au silence alimente une fureur collective, un cri d'indignation qui résonne au-delà des murs du tribunal. Le tribunal est un théâtre de guerre idéologique. Dehors, des vétérans en uniforme forment un mur silencieux face à des partisans du syndicat policier brandissant des pancartes « Soutenez Lefebvre ». Les caméras capturent cette fracture, un miroir des divisions profondes de l'Amérique. À l'intérieur, l'assistant procureur fédéral, Rebecca Jensen, expose méthodiquement les preuves. La vidéo de la caméra embarquée, obtenue après des mois de lutte, montre Jean, main visible, coopérant pleinement avant que Lefebvre ne tire 3 balles à bout portant. Les enregistrements téléphoniques révèlent un appel de Lefebvre à un numéro lié au capitaine Jacques Martin juste avant le tir, suivi d'un autre vers une ligne à Moscou. « Cible confirmée », avait murmuré Lefebvre, des mots qui hantent Claire. Mais l'avocat de Lefebvre, James Harrington, orchestre une défense perfide, attaquant le caractère de Jean. Le colonel Dubois était arrogant, utilisant son rang pour intimider un officier, déclare-t-il, ignorant les images montrant Jean calme et respectueux. Ces mensonges, amplifiés par des médias conservateurs, sont une gifle pour tous ceux qui connaissent la vérité. Ce qui rend l'échec du procès encore plus insupportable, c'est l'attaque contre Sophie. À seulement 8 ans, elle doit témoigner, décrivant comment Lefebvre a ri pendant que son père saignait. Son récit, livré d'une voix tremblante, émeut la salle, mais le lendemain, une note anonyme est glissée dans son sac d'école. « Si tu parles encore, ton père ne se réveillera jamais. » Cette menace contre une enfant, déjà traumatisée par la violence, est une abomination qui fait bouillir le sang. Claire, déchirée entre la peur pour sa fille et sa quête de justice, double la sécurité autour de Sophie. Mais l'école devient un lieu de terreur. Des officiers en civil surveillent les lieux, intimidant les enseignants, et une camarade de classe, manipulée par les rumeurs, crache à Sophie « Ton père méritait ce qui lui est arrivé ». Ces mots, prononcés par une enfant sous l'influence d'un système corrompu, sont un coup de poignard dans le cœur de Claire. L'indignation atteint un nouveau sommet lorsque Claire découvre que son propre cabinet d'avocat, où elle a bâti une carrière en défendant les opprimés, est impliqué dans la conspiration. Le partenaire principal, André Beaumont, a facilité le blanchiment d'argent pour des paiements à des officiers corrompus, expliquant pourquoi le cabinet l'a poussé à prendre un congé. Lors d'une confrontation tendue, Beaumont, sans vergogne, lui dit « Claire, tu mets le cabinet en danger. Prends l'argent qu'on te propose et passe à autre chose. » Cette trahison, venant de ceux qu'elle considérait comme des alliés, est un affront insupportable. Claire, contenant sa rage, rétorque « Vous avez vendu votre âme pour protéger des criminels. Je vous traînerai en justice avec eux. » Ou aussi. Quelques heures plus tard, elle est officiellement licenciée, son bureau vidé sans préavis, ses années de travail balayées pour avoir osé chercher la vérité. Pendant ce temps, Jean, transféré à l'hôpital militaire Walter Reed, sous protection renforcée, commence une réhabilitation ardue. Chaque pas est une torture, les balles ayant déchiré muscles et os, laissant des séquelles permanentes. Son poumon gauche fonctionne à 60% de sa capacité et son bras gauche, atteint par des lésions nerveuses, tremble constamment. Pourtant, sa détermination reste intacte. « Ils ont pris mon corps », murmure-t-il à Claire lors d'une séance de thérapie, « mais ils n'auront jamais mon esprit. C'est ça qu'ils craignent. » Ses collègues du Pentagone, menés par le commandant Michel Garnier, découvrent que l'attaque contre Jean était liée à son enquête sur un réseau extrémiste infiltré dans les forces de police, avec des connexions à des puissances étrangères.
Une analyse des communications de Lefebvre révèle des appels à un opérateur connu des services de renseignement russes, suggérant une opération sophistiquée pour neutraliser les officiers, enquêtant sur les menaces domestiques. Un tournant dramatique survient lorsque l'officier Michael Jenkins, présent lors de l'attaque contre Jean mais resté dans l'ombre, est retrouvé mort dans son appartement. Le coroner conclut rapidement à un suicide, citant une note manuscrite. « Je ne peux pas vivre avec ce que Lefebvre m'a forcé à faire. Il a dit que Dubois devait être arrêté. Mais l'écriture, trop soignée, et le ton, trop parfait, éveillent les soupçons de l'agente du FBI, Élise Moreau. Ce n'est pas un suicide, confie-t-elle à Claire. C'est un meurtre déguisé pour éliminer un témoin. » Cette découverte, qu'un officier a été assassiné pour protéger le réseau, transforme l'indignation en une rage incandescente. Combien d'autres seront sacrifiés pour garder ce complot secret? Le Pentagone, reconnaissant la gravité de l'affaire, invoque une juridiction militaire exceptionnelle. Le contre-amiral Pierre Lemoine déclare « L'attaque contre le colonel Dubois constitue une atteinte à la sécurité nationale. Ce n'est plus une affaire civile. » Le procès est transféré à un tribunal militaire à Fort-Belvoir, loin des manipulations des tribunaux locaux. Cette décision, bien que controversée, est un coup de tonnerre. Les charges contre Lefebvre et Martin incluent tentative de meurtre, violation des droits civils, possession de documents classifiés et conspiration contre les États-Unis. Des crimes passibles de la peine de mort sous la loi militaire. Mais la résistance persiste. Le chef de la police, Richard Brooks, organise une manifestation devant Walter Reed où des centaines d'officiers brandissent des pancartes « Soutenez nos héros ». Leur présence, à quelques mètres de l'hôpital où Jean lutte pour marcher, est une provocation éhontée. Au tribunal militaire, l'atmosphère est électrique. Contrairement au cirque médiatique du procès civil, les débats sont menés avec une efficacité implacable. Le juge André Leclerc, un vétéran respecté, rejette les objections frivoles de la défense. Jean, malgré sa douleur, témoigne en tant que témoin clé. Mon équipe a identifié une infiltration systématique des forces de police par des groupes extrémistes, explique-t-il, sa voix ferme malgré sa faiblesse physique. Ils ciblaient les infrastructures critiques, centrales électriques, réseaux d'eau, transports. Ce n'était pas un hasard. Ils m'ont visé pour me faire taire. Son témoignage, livré avec une précision militaire, fait trembler la défense. Lefebvre, privé de l'appui des médias, s'effondre sous l'interrogatoire. « Vous ne comprenez pas ce qu'on vit sur le terrain, » bredouille-t-il. Dubois pensait que son grade le mettait au-dessus de moi. Mais les preuves, la vidéo, les appels, les documents, sont accablantes. Le moment le plus choquant survient lorsque Jacques Martin, confronté à une montagne de preuves, accepte un accord pour éviter la peine de mort. Son témoignage révèle l'ampleur du complot. Nous étions recrutés via des réseaux existants. Il cherchait des officiers avec des ressentiments raciaux, des croyances en des théories du complot, une méfiance envers le gouvernement. Ils n'ont pas créé ces idées. Ils les ont armées. Martin admet que Lefebvre a volontairement ciblé Jean après avoir appris qu'il enquêtait sur des officiers corrompus. Les opératives étrangers, via des intermédiaires, fournissaient des fonds et des directives subtiles, identifiant des cibles comme Jean. Cette révélation, que des puissances étrangères exploitent les divisions raciales pour compromettre la sécurité américaine, est un coup de massue. L'auditoire, composé d'officiers militaires et d'agents fédéraux, reste figé, la rage palpable dans l'air. L'indignation atteint son apogée lorsque des raids fédéraux, à travers 3 États, arrêtent des officiers liés au même réseau extrémiste. Les perquisitions révèlent des communications cryptées, des documents classifiés et des plans pour saboter des infrastructures critiques. Lefebvre est finalement capturé à la frontière canadienne, portant une fausse identité et un disque contenant des informations volées du Pentagone. Martin, quant à lui,
tente de détruire des preuves au commissariat, mais les caméras le filment en train de brûler des dossiers liés à l'affaire. Ces actes désespérés montrent à quel point le réseau est acculé, mais leur audace, détruire des preuves sous l'œil des autorités, est une insulte à la justice. Claire, nommée conseillère spéciale du ministère de la Justice, insiste pour que le procès ne minimise pas l'élément racial. Les opératifs étrangers ont exploité le racisme existant, déclare-t-elle lors d'un briefing. Nous ne pouvons pas combattre cette menace sans affronter les vulnérabilités systémiques qu'ils ont utilisées. Sa voix, empreinte de douleur et de détermination, résonne comme un appel à l'action. Pendant ce temps, Sophie, toujours sous protection militaire, commence à montrer des signes de guérison, mais ses cauchemars persistent. Un dessin qu'elle offre à Jean, représentant leur famille réunie sous un ciel bleu, est un rappel poignant de ce qu'il risque de perdre. Le tribunal militaire rend son verdict avec une rapidité implacable. Lefebvre et 5 conspirateurs de haut rang sont condamnés à mort pour trahison et tentative d'assassinat d'un officier du renseignement. Martin et 11 autres reçoivent la prison à vie sans possibilité de libération. Les sentences, exécutées sans fanfare à Fort Leavenworth, marquent un contraste saisissant avec les échecs du système civil. Mais la victoire est amère. Jean, bien que vivant, ne retrouvera jamais sa pleine capacité physique. Il accepte un rôle de conseiller pour une nouvelle task force contre l'extrémisme domestique, déterminé à transformer sa douleur en action. Claire, quant à elle, est nommée à la tête de la division des droits civils du ministère de la Justice, où elle lutte pour lier la justice raciale à la sécurité nationale. Ce qui rend cette histoire si révoltante, c'est la révélation finale. Le complot ne se limitait pas à Lefebvre ou Martin. Des enquêtes financières découvrent des paiements massifs à un haut fonctionnaire du gouvernement, qui dirigeait les efforts pour cibler des officiers comme Jean. Ce fonctionnaire, lié à des intérêts étrangers, avait accès à des informations classifiées sur les infrastructures. Parallèlement, le cabinet d'avocats de Claire est impliqué dans le blanchiment d'argent, expliquant leur acharnement à la faire taire. Cette corruption, s'étendant des forces de police au cercle juridique et politique, est une trahison qui défie l'imagination. Chaque couche de ce scandale, les menaces contre Sophie, le meurtre de Jenkins, la manipulation du procès, la complicité des élites, alimente une rage qui exige un changement systémique. L'histoire de Jean et Claire Dubois est plus qu'un drame personnel. C'est un miroir tendu à une nation, révélant comment le racisme, la corruption et la trahison créent des failles que des ennemis exploitent. Leur combat, marqué par la douleur et la résilience, montre que la justice n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale pour la survie d'une démocratie. Si votre cœur brûle face à cette injustice, si vous croyez qu'aucun héros ne devrait être abattu, qu'aucun enfant ne devrait être menacé, tapez « Justice pour tous » dans les commentaires. Partagez cette histoire pour que le monde entende le cri de Jean, Sophie et Claire. Abonnez-vous pour suivre la suite de cette lutte, car la vérité doit triompher, quelles que soient les forces qui s'y opposent. Si vous voulez un avenir où la justice prévaut, laissez un Justice pour tous et faites entendre votre voix. Ensemble, nous pouvons reconstruire un monde où personne n'est réduit au silence pour avoir défendu la vérité. L'histoire de Jean Dubois, un colonel afro-français abattu par un officier de police corrompu devant sa fille Sophie, et la lutte acharnée de sa femme Claire pour obtenir justice, est bien plus qu'un drame isolé. C'est une fresque puissante qui met en lumière des vérités universelles sur l'injustice, la résilience et la nécessité d'agir face à l'oppression. Cette saga, marquée par le racisme, la corruption et la trahison, résonne profondément dans nos cœurs, nous obligeant à réfléchir à notre rôle dans un monde où les systèmes peuvent trahir ceux qu'ils sont censés protéger. À travers cette analyse, explorons les émotions qu'elle suscite, les leçons qu'elle enseigne et les applications concrètes que nous pouvons intégrer dans nos vies quotidiennes, en nous inspirant des valeurs françaises d'égalité,
de fraternité et de justice. Tout d'abord, l'histoire de Jean Dubois évoque une indignation viscérale. La vision d'un homme, héros décoré, abattu sans raison valable devant sa fille de 8 ans, alors qu'il coopérait pleinement, est une insulte à la dignité humaine. Le rire cruel de l'officier Paul Lefebvre, ces insultes racistes crachées devant une enfant en pleurs, incarnent une brutalité qui transcende les frontières. Cette injustice initiale, amplifiée par la tentative de salir la réputation de Jean et de menacer sa famille, suscite une colère légitime. En tant que Français, nourris par l'idéal républicain de liberté, égalité, fraternité, nous ressentons une douleur particulière face à cette violation des principes fondamentaux. L'idée qu'un homme soit ciblé pour sa couleur de peau, son rang ou sa quête de vérité heurte notre sens de la justice, forgé par des siècles de lutte pour les droits humains, depuis la Révolution française jusqu'au combat contemporain pour l'égalité. Mais au-delà de la colère, l'histoire inspire une admiration profonde pour la résilience de Jean, Claire et Sophie. Jean, malgré des blessures qui auraient pu le briser, refuse de céder. Sa détermination à transformer sa douleur en action, en devenant conseiller pour une task force contre l'extrémisme, est un témoignage de la force de l'esprit humain. Claire, confrontée à la trahison de son cabinet, aux menaces contre sa fille et à l'échec du procès civil, incarne une ténacité qui évoque des figures historiques françaises comme Olympe de Gouges, qui se sont battues pour la justice contre vent et marée. Sophie, bien que traumatisée, commence à guérir, ses dessins passant de scènes de sang à des images d'espoir. Cette famille, unie face à l'adversité, nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, l'amour et la persévérance peuvent triompher. Une des leçons centrales de cette histoire est l'interconnexion entre le racisme et les menaces systémiques. Le complot contre Jean n'était pas seulement motivé par la haine raciale, mais par sa quête pour démasquer un réseau extrémiste infiltré dans la police, lié à des puissances étrangères. Cette révélation souligne une vérité troublante. Les préjugés, lorsqu'ils sont exploités par des forces malveillantes, deviennent des armes contre la sécurité collective. En France, où les débats sur l'identité et l'intégration sont souvent vifs, cette leçon nous invite à reconnaître que la lutte contre le racisme n'est pas seulement une question de morale, mais une nécessité pour protéger la cohésion sociale et nationale. Nous devons être vigilants face aux idéologies qui divisent, qu'elles soient alimentées par des acteurs internes ou externes. Une autre leçon cruciale concerne le pouvoir de la vérité et la responsabilité individuelle. Marie Laurent, l'institutrice qui a filmé l'incident, a risqué sa vie pour révéler la brutalité de Lefebvre. Philippe Roux, l'ancien policier qui a fourni des documents compromettants, a choisi l'honneur au détriment de sa sécurité. Ces actes de courage, bien que coûteux, ont été déterminants pour faire avancer la justice. Ils nous rappellent que chacun de nous, à son échelle, peut faire une différence. En France, où l'engagement citoyen est une tradition, des manifestations de mai 68 au mouvement récent pour le climat ou l'égalité, cette histoire nous pousse à agir, que ce soit en dénonçant une injustice, en soutenant une cause ou en éduquant notre entourage. Rester silencieux face à l'oppression, c'est devenir complice. L'histoire met également en lumière les failles des institutions. Le procès civil, manipulé par des pressions politiques, a échoué à rendre justice, tandis que le tribunal militaire, plus indépendant, a agi avec rigueur. Cette dichotomie soulève une question essentielle. Comment garantir que nos institutions servent le bien commun plutôt que des intérêts particuliers? En France, où la confiance envers les institutions fluctue, cette leçon nous incite à exiger plus de transparence et de responsabilité. Nous devons soutenir les réformes qui renforcent l'indépendance judiciaire et l'intégrité des forces de l'ordre, tout en luttant contre les influences corruptrices, qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. Enfin, l'histoire de Jean Dubois nous enseigne l'importance de l'unité face à l'adversité. La mobilisation des vétérans,
des agents du FBI comme Élise Moreau et des citoyens ordinaires, a permis de surmonter les obstacles. En France, où la fraternité est une valeur cardinale, cette leçon résonne particulièrement. Les défis modernes, qu'il s'agisse de racisme, de corruption ou de menaces sécuritaires, nécessitent une solidarité collective. Nous devons construire des ponts entre les communautés, écouter les voix marginalisées et travailler ensemble pour un avenir plus juste. Comment appliquer ces leçons dans nos vies quotidiennes? D'abord, nous pouvons cultiver une vigilance active contre les préjugés. Cela commence par examiner nos propres biais et par confronter ceux que nous observons autour de nous, que ce soit dans une conversation familiale ou sur les réseaux sociaux. Ensuite, nous devons nous engager civiquement. S'informer sur les enjeux locaux, voter pour des représentants intègres et participer à des initiatives communautaires sont des moyens concrets de renforcer la justice sociale. Par exemple, soutenir des associations qui luttent contre les discriminations, comme SOS Racisme ou la LDH, peut amplifier les voix des opprimés. Enfin, nous devons enseigner aux générations futures les valeurs d'égalité et de courage. Comme Sophie, qui a trouvé du réconfort dans ses dessins, les enfants apprennent par l'exemple. En leur montrant l'importance de défendre ce qui est juste, nous plantons les graines d'un avenir meilleur. Cette histoire nous rappelle aussi que la justice n'est pas un acquis, mais un combat constant. En France, où l'histoire est marquée par des luttes pour les droits, de l'abolition de l'esclavage à l'égalité des genres, nous savons que le progrès exige du sacrifice. Jean et Claire, en transformant leur douleur en action, nous inspirent à persévérer, même lorsque le chemin est semé d'embûches. Leur victoire, bien que partielle, montre que la vérité peut triompher si nous refusons de baisser les bras. En conclusion, l'histoire de Jean Dubois est un cri d'alarme et un appel à l'action. Elle nous pousse à confronter les injustices, à renforcer nos institutions et à unir nos forces pour un monde où personne n'est réduit au silence pour sa couleur de peau ou sa quête de vérité. Elle nous rappelle que la colère, lorsqu'elle est canalisée, peut devenir une force de changement. Prenons exemple sur Jean, Claire et Sophie, et engageons-nous à faire de l'égalité et de la fraternité une réalité quotidienne. Si cette histoire vous a ému, si vous croyez que la justice doit triompher, laissez un commentaire avec « Justice pour tous ». Likez et partagez cette vidéo pour amplifier ce message. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires qui inspirent et mobilisent. Ensemble, faisons entendre notre voix pour un avenir plus juste.